Bonsoir, bonsoir Yves. Bonsoir Anouk, content de revenir. Exactement, bonsoir chers lecteurs, chers auditeurs. Pour la rentrée littéraire, on se retrouve avec le dernier roman de Sorg Chalandon. Le livre s'appelle Enfant de Enfant salaud. de salaud. Il a été publié chez Grasset. Et c'est un livre qui nous a particulièrement touchés à Yves et moi. Alors, quelques mots avant tout, avant de commencer la critique littéraire, sur Sorg Chalandon. Sorg Chalandon, vous le connaissez tous certainement parce que c'était un journaliste. Et pour faire un petit peu une petite biographie, Sorge, son nom n'est pas Sorge à la base, mais c'est son nom que lui a donné sa grand-mère enfant. Alors, l'enfance de Sorg Chalandon est marquée par la violence et la mythomanie de son père, qu'il a décrit dans son roman précédent, Profession du père. C'est un homme qui a également souffert de bégaiement, ce qui lui a inspiré son premier roman, Le Petit Bonzi. Alors à 17 ans, il a quitté sa famille parce que son père était également très très violent. Et au début des années 70, il milite pour l'organisation d'extrême gauche, la gauche prolétarienne. Il va participer à la création du quotidien Libération, dont il sera journaliste de 73 à février 2007. Et en 82, il a été le premier journaliste occidental, selon Libération, à rendre compte du massacre de Hama en Syrie sous un Pourquoi? pseudonyme. Membre de la presse judiciaire, grand reporter, puis rédacteur en chef adjoint de ce quotidien, il a aussi fait de nombreux reportages sur l'Irlande du Nord et c'est lui qui a couvert le procès de Klaus Barbie, ce qui lui a valu le prix Albert Londres en 89. Alors ce 10e roman, eh bien, il parle d'un sujet qui va tous nous toucher et qui nous touche tous, c'est la quête des origines. Parce que, en fait, je vais d'abord laisser la parole tout de suite à Yves, mais le roman commence tout simplement par une phrase que Sorge entend enfant de son grand-père qui lui dit un jour, énervé quand il a l'âge de 10 ans, ton père, en fait, il était du mauvais côté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sans donner plus de détails, on sait juste qu'il a porté l'uniforme SS, le père, mais on ne sait pas plus. Et Sorg, pendant toute sa vie, je dirais, même après la mort de son père, parce qu'il ne va jamais résoudre cette énigme tant que son père sera vivant, parce que celui-ci ne voudra jamais lui répondre, ne saura pas ce que son père a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. La seule chose qu'il saura, c'est que celui-ci a été du mauvais côté. Yves, je te laisse la parole. Euh, Ce n'est pas le premier roman de Chalandon Non. que je lis. J'en ai lu plusieurs. Il y en a un qui est très beau qui a pour cadre Israël, la Palestine, le massacre de Sabra et Shatila, et qui s'appelle Le Quatrième Mur. Celui-ci est un livre qui m'a énormément intéressé parce que depuis le premier que j'ai lu de Chalandon, j'ai toujours été frappé par le fait que cet écrivain qui écrit très très bien. Ce sont des phrases courtes, ce sont des choses simples, c'est compréhensible. J'ai pas eu besoin d'aller chercher la signification de certains mots. Euh, il n'y a pas de pédanterie là-dedans. Il est obsédé par la trahison. Depuis le premier livre que j'ai lu de lui, il est obsédé par la trahison. Ça m'a fait plaisir de lire celui-ci parce qu'en fait, il dit, c'est la dernière phrase de la quatrième de couverture, le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Et il a été trahi par son père, qui, comme vient de le rappeler Anouk, était du mauvais côté pendant la guerre et qui est appelé par son propre père, donc le grand-père de Chalandon, un salaud, et il dit au petit Sorge, tu es un enfant de salaud. Euh, le, le, Je le fais, je livre, fais une parenthèse, juste une seconde, Yves. C'est que
ce que dit Yves, tout à fait, il y a la trahison, c'est un thème qui est omniprésent dans le travail de Chalandon, et cette trahison-là est quelque part l'ultime trahison, parce qu'il a parlé aussi dans des livres précédents de la trahison d'un ami. Celle-là, c'est la plus difficile, parce que en tant qu'enfant, il doit savoir, il doit comprendre pour pouvoir se construire et se reconstruire et reprendre un flambeau qu'on a terni. Je suis absolument d'accord, c'est ce que j'allais dire. Cette trahison-là est celle qui est la plus difficile à accepter, si je puis dire, parce que il est finalement un enfant sans racines. Et il a besoin de connaître ses racines. Or, son père, tout au long de sa vie, s'est ingénié à cacher les racines, à mélanger les choses, de telle sorte que le petit Chalandon, même devenu grand, ne pourra connaître l'itinéraire de son père sous l'occupation que grâce à l'un de ses amis avec lequel il se trouvait dans la gauche prolétarienne et qui lui ouvre les portes des archives judiciaires de Lille, là où son père a été incarcéré, et c'est à la lecture du dossier judiciaire de son père que Chalandon va pouvoir reconstituer certaines pièces du puzzle, mais pas toutes. Alors, ce qui est intéressant, parce que avant de commencer à présenter cette émission, je me suis un peu renseignée, j'ai un peu regardé quelques interviews de Sir Chalandon. En fait, il n'a découvert la véritable vérité qu'en 2020, lors du confinement. Il a récupéré le dossier de son père, et donc il a découvert que son père avait été condamné pour indignité nationale, que son père avait porté au fait 36 000 costumes, c'est comme ça qu'il le dit, lors de la guerre, c'est-à-dire qu'il a mené sa guerre, il a joué plein de personnages, il a travaillé pour la milice, et puis il a déserté, il a collaboré avec les Allemands, il a déserté, il est même parvenu à sauver quelques personnes. En étant supposé être dans la résistance, mais en fait, quand on lit cet épisode dans le livre, on se rend très bien compte que le père sauve les deux résistants pour s'acheter une médaille de résistant à laquelle, bien entendu, il n'aurait pas droit. Mais il travaille tout le temps sur sa bonne image. Mais il a peur d'une chose, parce qu'au fait, entre 10 ans et le moment où il découvre la vérité, il a peur que son père, son père ne lui a jamais vraiment dit, son père lui disait, enfant, j'ai été baroudeur, j'ai été agent secret, j'étais même l'amant de Edith Piaf. Il s'est dit, bon, on me cache quelque chose de très grave, peut-être que mon père, c'est un Lucien Lacombe, un type minable qui a dénoncé des Juifs. Mais là encore, ce n'était pas un type comme ça, c'était tout simplement un type qui a mené sa propre guerre pendant les 5 ans, qui a joué plein de rôles et qui n'a pas assumé ces rôles et n'a pas mesuré finalement les conséquences auxquelles elle donnait lieu lors de toute sa vie. Donc, c'est un homme qui a joué plein de rôles. Et ce qui est incroyable, c'est que même à la fin, sur son lit de mort, et ça, je ne crois pas qu'il le dit dans le livre, mais je pense que je l'ai retrouvé dans une interview, il a encore questionné son père, est mort en 2015, et il lui dit, mais papa, qu'est-ce que tu as fait et qui tu étais, etc. Et le père lui dit, je faisais partie des derniers défenseurs du bunker de Hitler. Alors que c'était faux, on l'a retrouvé en prison. Faisant partie de la division Charlemagne, c'est ce que prétend le père, alors que le dossier judiciaire, son dossier judiciaire, indique qu'au moment de la chute de Berlin, Chalandon père est incarcéré à Lille. Il y a au tout début du livre 2 phrases qui sont très signifiantes du personnage. La première est une note confidentielle rédigée par le commissaire Victor Arbonnier, chef de la Sûreté nationale de Lille,
qui écrit à propos du père. Cet individu est un menteur doué d'une imagination étonnante. Il doit être considéré comme très dangereux et traité comme tel. Et la seconde est extrait d'une lettre du père au juge d'instruction, qui s'appelle Henri Veuillet. Il écrit depuis la prison de Los. Excusez, monsieur le juge, mon pauvre style, mais je suis un soldat et non un romancier. En fait, il n'est pas plus soldat que je ne le suis, si je puis dire. Il est opportuniste, il va là où le courant... là où souffle le vent, ouais. il est parfaitement ignoble en tout et pour tout, parce que il a cette attitude inqualifiable pendant la guerre, mais il a la même attitude inqualifiable, si je puis dire, avec sa famille. Il est violent avec sa femme, il est violent avec son fils, qu'il bat très très méchamment. Je dois dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai vu chez le libraire, je l'ai immédiatement acheté parce que une fois encore, j'ai toujours été impressionné par le fait que un thème central de son œuvre est toujours la trahison. Alors il y a des trahisons en Irlande, entre autres, il y a plusieurs ouvrages là-dessus. En voyant la dédicace, je me suis dit, enfin, je vais savoir pourquoi. Alors, je sais en partie pourquoi la trahison est effectivement un sujet central, mais je ne sais pas tout. Chalandon lui-même ne sait pas tout. Alors, il faut savoir aussi que dans le livre, finalement, c'est grâce à ce roman, grâce à la fiction, qu'il peut dire à son père maintenant, je sais. Et il le dit très joliment. À un certain moment, il dit une phrase où, plutôt que d'avoir des larmes, simplement, il va mettre des mots sur les choses et les écrire. Et puis, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est que cette petite histoire individuelle, personnelle, est placée dans un décor beaucoup plus universel, parce que à l'époque, quand son père vivait encore à Chalandon et que Chalandon couvrait le procès Barbie, son père lui a demandé d'assister au procès. Et donc, en tant que journaliste, il a permis à son père d'assister au procès. Et donc, il raconte que, d'abord, la façon dont le procès est décrit, parce que c'est finalement également le procès d'un traître, d'un type qui, comme le père de Chalandon, ne reconnaît pas ses fautes. Donc, il y a très subtilement un lien qui est fait entre Barbie et le père. Le père qui est en admiration totale devant Barbie, qui est en admiration devant Vergès, et qui est même en admiration devant le chasseur de nazis, j'oublie son nom. Wiesenthal. Non, pas Wiesenthal. Le français, que vous savez, enfin, il est même en admiration devant Klarsfeld, parce qu'il est en admiration, dit-il, devant des gens qui vont jusqu'au bout de leur croyance. Des gens, finalement, qui sont tout le contraire de ce qu'il est. Et la façon dont ce procès est décrit, on passe très très vite d'un ton personnel à un ton beaucoup plus journalistique. On sent que l'auteur a vraiment, ou du moins c'est très très bien documenté sur ce procès, parce qu'il redonne vie véritablement à ce procès. Il redonne vie à cette grandeur, je dirais presque nauséabonde de Vergès. Il redonne vie à ces témoignages qui finalement sont souvent restés anonymes pour le grand public, mais là, il note les noms. Donc, c'est très, très bien documenté. Et donc, c'est la petite histoire qui rentre dans cette grande histoire universelle. Et ça, c'est très bien fait. Alors, je suis assez d'accord avec Anouk, mais pas surtout. Barbie n'est pas un traître. Barbie est un boucher, Ouais. un exécuteur. Il ne trahit personne. Il obéit aux ordres. Que Vergès soit un traître, ça n'est pas la première fois. De toute façon, la carrière de Vergès est une carrière qui, à elle seule, mérite largement un roman.
parce que c'était un type brillantissime, mais une ordure, il faut tout de même appeler les choses par leur nom. Il prenait un malin plaisir, Vergès prenait un malin plaisir à défier tout ce qu'il pouvait y avoir de sentiments d'humanité chez les êtres humains. C'était une crapule, je l'ai heureusement, à la fois malheureusement, heureusement rencontré une fois dans ma vie. C'était un personnage tout à fait fascinant, mais un type qu'on n'avait absolument aucune envie d'approcher. Pour le reste, je suis absolument d'accord avec ce que dit Anouk. Attention, moi j'ai dit traître parce que pour moi, quelqu'un qui finalement se retrouve devant ces actes qu'il a commis et refuse d'admettre qu'il les a commises, c'est pas un traître. Oui, peut-être. Ce n'est pas un traître, c'est un menteur, c'est un type qui n'assume pas le rôle Comme de le toute père. façon, comme le père. Barbie, comme le père, n'assume pas ses actes passés et il va se retrancher d'ailleurs derrière, le nom qu'il a adopté en Bolivie et qui est Altman, pour dire que le procès, d'une certaine manière, est absolument illégal parce qu'il s'appelle Altman et que on juge Barbie et que ça n'a strictement rien à voir. Il sera jugé néanmoins. Mais c'est très intelligemment construit. C'est très intelligemment construit. Il fait rentrer, comme le dit très justement Anouk, il fait rentrer la petite histoire individuelle dans une grande histoire. Chalandon raconte et on imagine très bien, on ressent très bien ce que lui-même peut ressentir. Son père est assis dans la salle derrière, parce que Chalandon, lui, est au milieu des journalistes. Mais il ne veut pas regarder son père, mais c'est plus fort que lui. Il se retourne à de nombreuses reprises pour voir comment son père réagit. Et en fait, son père est absolument ravi de la manière, entre autres, dont Altman dit que Barbie dit qu'il refuse de participer au procès. La loi française fait que on peut pas l'y obliger, et donc le procès Barbie est le procès qui se déroule devant une chaise vide. Oui, tout à fait. Et puis aussi, il faut mentionner qu'il a très très peur des réactions de son père, qui sont complètement disproportionnées, où il est capable, et apparemment il semble que c'était véridique à l'époque, parce qu'il dit d'ailleurs que pendant tout le procès, il n'a cessé de se retourner et regarder le visage de son père, qui se moquait, qui souriait ironiquement quand un des rescapés parlait, qui était sur le point d'applaudir quand Vergès faisait rentrer dans quelqu'un. Donc, il y a tout ce côté, comment vivre en se sachant être un enfant de salaud. Et je pense que, comme le fait l'auteur, il le fait tout simplement en racontant avec pudeur, avec franchise, courage et précision, une histoire qu'il rend publique pour finalement, je dirais, démystifier le diable. Oui, je voudrais ajouter un mot. Chalandon parle d'un roman. Tout au long de ce récit qui fait pas loin de 250 pages, si mes souvenirs sont justes, même 320 pages, j'ai plus eu le sentiment d'un récit que d'un roman. Bien sûr. En fait, dans les toutes dernières pages, on comprend pourquoi il écrit roman. Et parce que la fin de son père, telle qu'il l'a décrit dans le livre, est parfaitement romancée. Mais se pose alors une autre question, qu'est-ce qui est d'autre romancé dans ce livre? C'est pour ça que je disais au début, j'ai eu des réponses à certaines de mes interrogations à propos de Chalandon. J'ai trouvé certaines pièces manquantes du puzzle, mais je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes et je ne suis pas sûr que ce soit juste. On vous laisse découvrir ce livre qui vaut la peine d'être lu, qui vaut vraiment la peine d'être lu. Avec Anouk, nous lisons pas mal de choses en ce moment. Celui-ci est vraiment l'un des meilleurs. Il faut lire ça.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots à ajouter. D'ailleurs, il figure dans la rentrée littéraire, il est très bien annoncé parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont lu, vu les critiques qu'il a engendrées, les bonnes critiques. On se retrouve la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt, Yves, merci. À très bientôt, Anouk.